Hello les petits Nérisiens, on est trop heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Dans le dernier épisode, on a vu que l'équipage est arrivé au Groenland. On a pu découvrir ensemble les paysages groenlandais, les glaciers, les icebergs et leur formation. Et maintenant, cela fait 3 semaines que nous sommes en région arctique, en recherche du trésor que le grand-père de Briac a caché. Nous recherchons activement les indices que nous pourrons trouver. Hier, dans le petit village inuit de Tassilak, nous avons trouvé un indice. Nous sommes tombés sur un chasseur d'ours, Max, qui a connu le grand-père de Briac à l'époque où il était venu au Groenland. Il avait su que le grand-père de Briac avait caché un trésor pour son petit-fils, mais il ne savait pas exactement où il est. Il nous a dit par contre que le trésor n'est certainement pas à chercher près des habitations humaines. Le grand-père de Briac le lui avait dit, mais en pleine nature. Un indice important qui va nous permettre de ne pas passer trop de temps dans les villages. Nous sommes certains que nous allons réussir à trouver le trésor. Nous ne nous décourageons pas. C'est sûr qu'avec l'indice que nous avons maintenant, nous allons pouvoir le trouver incessamment sous peu. En attendant, cap sur le sud du Groenland. Incroyable et vrai, petits Nérisiens, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Aujourd'hui, sur la côte, nous avons vu 2 ours polaires. Une maman et son petit. C'était incroyable. Nous cherchions des colonies d'oiseaux blancs avec les jumelles, des mouettes de l'Arctique que l'on nomme tridactyles. On les repère souvent par les fientes que les oiseaux laissent sur les falaises, comme ici par exemple. Et tout à coup, nous avons vu 2 taches plus grosses que des oiseaux. Des taches blanches, un peu blanc cassé. Et alors on s'est dit, ce ne serait quand même pas des ours polaires. On n'y croyait pas vraiment. Mais on s'est quand même approché. Et si jamais c'était ça? Et là, on les a vus, c'était bien 2 ours polaires. Incroyable. Ils étaient aussi gros qu'on les avait imaginés et que le grand-père de Briac les avait décrits dans son carnet, puisqu'il en avait vu lui aussi il y a 40 ans quand il était allé au Groenland. On comprend pourquoi ils font partie des plus grands prédateurs au monde. Ils font 2 à 3 mètres et peuvent peser jusqu'à 800 kilos. C'est Nanook qui était fou de joie de retrouver ses cousins. Enfin, après tant d'années en France, loin de sa famille, il pouvait retrouver les siens. Nanook a pu les rejoindre en nageant dans l'eau et en les rejoignant sur la côte, mais nous, comme ce sont des carnivores, nous ne nous en sommes pas approchés. Nous sommes restés sur le bateau, c'est pour ça que les vidéos bougent un peu. Il y avait du roulis, et donc forcément, ça bougeait de partout. Mais alors, est-ce que les ours polaires ne vivent qu'au Groenland ? Non, ils vivent aussi au nord du Canada et au nord de la Russie. C'est un animal des régions polaires, de tout le nord de l'hémisphère nord. L'ours polaire vit sur la banquise en hiver, qui a fondu ici puisque nous sommes au mois d'août. En hiver, normalement, le mâle ours polaire n'hiberne jamais, puisque c'est la période où il peut le plus chasser les phoques. En revanche, la femelle, elle, hiberne, dans des petits trous creusés dans la glace. Sur le schéma, vous pouvez voir à droite l'entrée du tunnel, qui est un long couloir qui conduit à des galeries où dorment la maman et ses petits. La maman ours peut avoir une portée de 3 petits bébés ours en même temps. Un trou pour que les ours puissent respirer est creusé en haut des différentes galeries. Et si vous cherchez bien, vous trouverez sur le schéma le petit Nanook qui s'est glissé dans un des tunnels de glace au milieu des ours polaires incognito. Le coquin. Mais une question qui se pose forcément, c'est de savoir comment il est possible que ces animaux puissent survivre au froid. En effet, le mâle n'hiberne pas en hiver, il doit donc rester sans cesse dehors, sur la glace. Eh bien, regardons comment est constitué l'ours polaire. Il a déjà une fourrure très épaisse et chaude qui lui permet de tenir contre le froid. Il a aussi une couche de graisse très épaisse de 12 cm qui l'isole à la fois du froid extérieur et lui permet de conserver sa chaleur intérieure. En bas à gauche, vous voyez aussi qu'il a des pattes palmées qui lui permettent de nager et d'aller sous la banquise pour aller chercher les animaux qu'il veut manger. Il a des griffes très épaisses pour pouvoir les attraper. Il a un odorat extrêmement développé qui lui permet de repérer à des dizaines de kilomètres la proie qu'il veut chasser. C'est comme si nous avions la possibilité de sentir un très bon gâteau au chocolat dans la ville qui est à côté de nous, ce qui est très loin, ou bien encore dans la forêt ou dans la campagne, loin de chez nous.
hors de notre ville. C'est vraiment un odorat hors pair. Ce n'est pas tout. Le corps de l'ours polaire est ingénieusement fait. Il a des petites oreilles et une petite queue pour ne pas être trop exposé au froid. En réalité, l'ours polaire n'est pas blanc. Mais savais-tu, petit Nérivien? En fait, sa peau est noire pour absorber la chaleur. Mais bien sûr, on a l'impression qu'il est blanc, puisque son pelage est blanc. De quoi se nourrit-il? Eh bien, de phoques, c'est sa nourriture principale, mais aussi de morses, ces grands mammifères marins, et de cétacés comme les baleines. Mais le problème, c'est que ces animaux magnifiques, comme leurs proies, les phoques, les morses, les cétacés, sont mis en danger aujourd'hui par la pollution. Mais qu'est-ce que c'est que la pollution? Savez-vous, petit Nérivien? Je vais vous expliquer cela. Nous vivons sur la Terre qui est notre maison. Elle permet de vivre parce qu'on peut y respirer, y trouver à boire et à manger. Mais le problème, c'est que nous ne prenons pas toujours soin de notre habitat. Nous lui en demandons souvent beaucoup trop. Il nous faut de l'eau, de la nourriture, mais aussi des matériaux pour construire, du pétrole pour la voiture. Et nous prenons ce dont nous avons besoin, souvent en trop grande quantité. Ce qui fait que la planète n'a pas le temps de recréer tout ce que nous lui prenons. Comme par exemple le bois que nous coupons, ou bien l'eau potable qui diminue sans cesse. Ainsi, les ressources dont nous avons besoin vont peut-être finir par s'épuiser. Et un autre problème, peut-être plus grand encore, est que nous laissons des déchets qui abîment la Terre. Non seulement nous prenons beaucoup de choses à la Terre, mais en plus nous lui laissons des éléments qui l'abîment et la détériorent. Ce sont par exemple les produits chimiques, le plastique, les déchets nucléaires. Et tout cela, c'est ce qu'on nomme la pollution. Si on jette une bouteille plastique par terre, on n'a pas l'impression que ça va avoir un gros impact. Mais en réalité, elle met 400 ans à disparaître. Vous imaginez? Et tout ce plastique qu'on jette au quotidien se retrouve partout, mais surtout dans la mer. Il faut savoir que ça a un impact énorme sur toute la vie animale et la flore, c'est-à-dire les plantes qui font partie de notre planète. En particulier, les animaux marins sont touchés par ce phénomène. Plus d'1,5 million meurent chaque année à cause du plastique. Le savais-tu, petit Nérivien? Certains animaux, comme les baleines bleues, le plus grand animal au monde, mangent jusqu'à 40 kg de plastique par jour. C'est énorme! Parfois, les bouts de plastique ne se voient pas dans l'eau. Ils sont tout petits. C'est ce qu'on appelle des microplastiques. Mais ils sont bien là, et ils abîment fortement les corps et les organes des différents animaux qui vivent sous l'eau. Nous allons demander au professeur Max de nous parler un peu plus de l'impact de la pollution dans les régions polaires, et en particulier au Groenland. Bonjour les petits Nériviens. Alors, dis-nous professeur Max, quels sont les effets de la pollution dans les régions arctiques? Beaucoup d'activités humaines polluent l'environnement. On peut citer notamment les gaz d'échappement des voitures, des camions, des bateaux ou des avions, mais aussi les déchets du quotidien ou encore les fumées des usines. Si l'on résume, les sources principales de la pollution sont donc les transports et les usines, mais on peut aussi rajouter les centrales électriques, l'agriculture et le chauffage domestique, c'est-à-dire le chauffage de nos maisons et des bâtiments. Cela produit un réchauffement de la planète qui fait fondre la banquise et les glaciers dans les zones polaires. Sur cette vidéo, vous pouvez voir un iceberg qu'on a vu fondre. Une grosse source d'eau s'est créée qui tombe dans la mer. PX et Alban, en aventurier, se sont approchés avec notre petit bateau, l'Annex, et sont allés récupérer de l'eau douce pour pouvoir alimenter notre bateau. Mais alors, quelle est la conséquence exacte de cette fonte des glaces aujourd'hui? Les chutes de neige ne permettent plus de reconstituer les réserves de glace qui diminuent à cause de la fonte. Il y a peu, le plus gros glacier de l'Arctique a relâché un iceberg de la taille de la ville de Paris, c'est-à-dire 113 km². Vous vous rendez compte, c'est du jamais vu. Cela a un impact très négatif sur les animaux, en particulier au Groenland. Par exemple, les ours polaires ont besoin de la banquise pour chasser. Et, comme la banquise diminue à cause du réchauffement climatique, leur chasse sera moins bonne. Un autre problème, c'est les déchets que l'on relâche dans la mer, aussi les éléments toxiques comme le mercure, et que les animaux mangent, comme les otaries, les phoques ou les poissons. Cela va abîmer leurs organes et diminuer leur espérance de vie. Pour lutter contre la pollution, la mission Nanook a un certain nombre de missions scientifiques à remplir pour des instituts de recherche. Je vais vous expliquer ça en détail.
Le professeur Max fait de nombreux prélèvements dans la mer pour pouvoir mesurer la quantité de plastique dans l'eau. C'est une des missions qui lui a été confiée quand il est parti au Groenland. Peu de bateaux scientifiques en effet se rendent au Groenland. C'est à la fois une zone éloignée et dangereuse avec la glace qui peut bloquer les bateaux. Pourtant, nous avons besoin de récolter là-bas des données pour savoir à quel point le Groenland est pollué par l'action de l'homme. Grâce à un filet qui s'appelle le filet manta, Max récupère ce qui flotte dans l'eau. Des petits poissons, du plancton, du plastique, puis il trie tout cela et cherche à l'aide d'une pincette les microplastiques. Une fois qu'il les trouve, il les met dans des bocaux qu'il envoie ensuite à des instituts de recherche. Il fait aussi des relevés de méthylmercure, ce polluant dont il nous parlait tout à l'heure dans sa vidéo. Pour cela, il se penche sur le bord du bateau, ce qu'on nomme le pont, et met dans l'eau un bocal avec lequel il remonte de l'eau de la mer. Hop là, parfois il se fait un peu arroser. Ensuite, ces échantillons sont analysés par des instituts de recherche qui détectent la quantité de méthylmercure dans l'eau de la mer. Le chercheur Max a une autre mission sur le bateau. Il doit observer le comportement des cétacés, en particulier les orques et les baleines. Pour cela, il enregistre leur chant qui dit beaucoup de choses sur leur façon de vivre, qui montre si les animaux vont bien et s'ils sont perturbés par l'action humaine. Mais alors, comment fait-il pour enregistrer tout ça ? Comment enregistre-t-il sous l'eau ? Est-ce que c'est possible ? Eh bien oui, il plonge un micro fait spécialement pour l'eau qui s'appelle un hydrophone. Et il le laisse au fond de la mer pendant plusieurs heures, puis il le remonte. Il a fait en tout, pour l'instant, 100 heures d'écoute. C'est vraiment très important. Et grâce à ça, devinez quoi ? On a pu entendre un chant d'orque d'une maman avec son petit. C'est complètement incroyable, non ? On vous laisse écouter un bout de cet enregistrement. Cela ne ressemble pas du tout à ce à quoi on aurait pu s'attendre. Le chant d'orque ressemble à une sirène de pompiers. C'est drôle. Voilà, vous connaissez toutes nos missions, petits Néréviens. Nous espérons que tout ce que nous avons récolté comme information va aider les scientifiques à avancer dans leurs recherches. Mais il ne faut pas croire qu'on ne fait que travailler. Bien sûr, on profite aussi comme il faut chaque jour de tous les beaux paysages qu'on peut observer, des icebergs plus grandioses les uns que les autres, de la musique à bord, quand Max sort sa guitare et que Briac nous improvise de petites danses qui savent faire rire tout le monde, sans compter la bonne ambiance que Pierre-Alexandre met à bord avec sa bonne humeur quotidienne et ses blagues à tout bout de champ. Et Nanook se comporte comme un vrai aventurier. Lui aussi, il n'a peur de rien, il veut tout découvrir. Et surtout le trésor du grand-père de Briac. Mais patience, on n'est plus très loin. Merci beaucoup, petits Nérésiens, d'avoir encore suivi cette étape de notre aventure. Dans les prochains épisodes, vous verrez qu'on va découvrir encore plus d'animaux du Groenland et la culture inuite dans toutes ses spécificités. À très vite. Au revoir, petits Néréviens.